Je vous propose qu'on commence. Donc bienvenue à ce webinaire de la T2E Centre Val de Loire qui a vocation à parler d'efficacité énergétique et de la mixité pour vos sites, savoir comment faire. Donc pour ça, on va vous présenter plusieurs solutions techniques qui peuvent être menées sur vos sites. Alors comme son nom l'indique, c'est le premier mardi de l'énergie, comme je le disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres, il y en a un autre le mois prochain. Aujourd'hui, on va te parler du mix énergétique. Le mois prochain, on va parler du financement de ce mix énergétique et des solutions qui peuvent s'appliquer à vos sites. Alors, c'est pas du teasing, mais ça peut en intéresser tous ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, je vais vous présenter la T2E. Donc, la T2E, c'est l'Association technique de l'énergie et l'environnement. Aujourd'hui, elle est exclusivement dédiée au territoire français, parce que c'est une association française. C'est 2400 adhérents, qui comprend aussi bien des industriels comme des bureaux d'études, des énergéticiens, donc des utilisateurs comme des producteurs. On est 11 délégations régionales, donc calquées sur les régions administratives. Et le pôle C2E, je dirais, calque 7 domaines d'expertise répartis en deux pôles. Donc la première, ça va être lié aux énergies, à l'efficacité énergétique, et l'autre partie aux énergies renouvelables. Dans l'efficacité énergétique, c'est plus ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On parle de situations existantes et d'installations existantes. On a un domaine maîtrise de l'énergie avec différentes communiqués des référents énergie. On pourrait évoquer d'autres pour d'autres webinaires, tous les tenants aboutissants qui sont autour de ça et ce à quoi peuvent prétendre cette communauté de référents d'énergie. On a le club C2E, qu'on fera intervenir le mois prochain. On a le club cogénération et avec le soutien d'autres acteurs, la T2E soutient 4 programmes nationaux, donc Oscar, FEBAT, le Pacte Industrie, le Pro-FEI et les Pro-SMU. Donc ça, c'est pour la partie efficacité énergétique. Pour la partie club, les autres clubs, on a la partie biogaz pour les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie. Il y a eu quelques webinaires qui ont été menés par d'autres régions auxquelles vous pouvez aussi avoir accès sur le site AT2E, sur le stockage de l'énergie, le club Power to Gas et le club pyrogazéification. En plus de ça, vous pouvez retrouver la revue qui s'appelle Énergie Plus, une revue qui est faite de façon extrêmement professionnelle et précise, que vous pouvez retrouver soit en format papier pour ceux qui le souhaitent, mais dans son intégralité sur le site de la T2E. Hop là. Aujourd'hui, on va parler de notre programme 2025. Donc, notre programme, il commence un peu tard parce qu'il y a une activité liée autour de l'efficacité énergétique et puis de l'évolution de l'énergie en France qui a été assez dense pour cette première partie d'année. Donc, la première partie, ça va être aujourd'hui, le premier mardi de l'énergie. Le deuxième mardi de l'énergie, c'est la semaine dans un mois, donc sur les financements et les aides pour concrétiser les démarches d'efficacité énergétique. Et après, le but, c'est de pouvoir, sur le dernier semestre 2025, faire des visites industrielles. On est en train de les préparer, on a des références, on va essayer de vous en parler dès le mois prochain, chez les industriels et du tertiaire qu'on pourra les visiter, où ces solutions techniques qui ont été présentées aujourd'hui et vues financées le mois prochain ont été mises en application. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir 2 bureaux d'études spécialisés dans ce domaine. Le bureau d'études CETIA, représenté par François Vial, et le bureau d'études Best Energy, représenté par Thierry Poitou. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Vial pour qu'il nous présente sa partie et je reviendrai avec vous par la suite. Merci. Alors bonjour, François Vial, chargé d'affaires au CETIAT. Je vais mettre en plein écran d'abord, et puis je vais dire 2 mots du CETIAT avant tout.
Voilà, donc le CETIAT, c'est un centre technique industriel créé en 1960. En France, on a plusieurs centres techniques, on a une vingtaine de centres techniques qui travaillent dans des domaines spécifiques. Et nous, c'est le domaine de l'aérolique et la thermique. Et par ce fait-là, on a développé des compétences en thermique, en énergétique, et on accompagne les industriels à différents sujets, en audit, en décarbonation, en études de faisabilité, en récupération de chaleur. Et la thématique que je vais présenter là, dans ces slides-là, c'est effectivement la thématique récupération de chaleur qui fait partie quelque part du mix énergétique qu'un industriel peut avoir à développer au sein de son entreprise, en fait. Donc, des études technico-économiques, effectivement, et de l'audit énergétique, en fait. Voilà, donc on a un chiffre d'affaires de 14 millions, on est basé à Villeurbanne, et on est environ 150 collaborateurs. Le service dédié à l'industrie représente, on va dire, une dizaine de personnes dans les 150. Voilà. Donc, quand on veut récupérer de la chaleur, on cherche à récupérer sur un site industriel la chaleur perdue, finalement. On définit un petit peu avant tout, ce que c'est que la chaleur perdue, finalement. Je prends l'exemple d'un process thermique, hein, vous voyez, donc c'est la représentation assez connue de l'ADEME, finalement, où on a un process, ça peut être un four par exemple, qui consomme du combustible, et finalement cette énergie qu'a fourni le combustible, quelque part, elle part en chaleur utile dédiée à la production, dédiée à la fabrication des pièces. Une pièce métallique, il faudra la chauffer, donc ça sera la chaleur utile qui va être introduite qui va permettre de faire monter en température la pièce. Et puis, le pendant de ça, c'est qu'en fait, rien n'est parfait dans la nature. On a forcément un rendement de transfert de chaleur et on a donc des pertes de chaleur, en fait. Voilà. Donc, elles sont de différents ordres, mais on peut dire qu'en fait, il y a deux types de chaleur fatale. Il y a la chaleur perdue ou fatale qui est irrémédiablement perdue. On pourrait dire c'est par exemple les pertes par les parois du process. Alors, on pourrait dire dans la logique, on pourrait essayer de capter cette chaleur fatale liée aux pertes par les parois, mais ça peut être techniquement économique et économiquement très, très peu efficace en fait. Mais voilà, donc on peut considérer qu'il y a une chaleur qui est définitivement perdue et une chaleur que l'on va pouvoir récupérer, c'est notamment au niveau des cheminées en fait. Voilà. Donc, ce qui va définir la récupération, ça c'est important, c'est finalement la capacité à récupérer, c'est des freins qui sont techniques et économiques à la fois, en fait. Voilà. Encore deux mots sur la chaleur perdue, on peut dire que le gisement de chaleur, finalement, qui est récupérable, c'est la quantité qu'on va pouvoir potentiellement récupérer, mais elle dépend beaucoup du niveau de température en fin de compte, hein. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un exemple, 700 degrés au départ en sortie du four. Et finalement, l'idée de tout récupérer cette chaleur, c'est finalement la baisser à la température minimale ambiante. Voilà. Et donc, entre les deux, bah, finalement, on va pouvoir déployer des technologies de récupération. Alors au début, quand on a un niveau de température élevé, on va pouvoir mettre des échangeurs jusqu'à 200 degrés. Dans certains cas, on peut la récupérer directement. D'ailleurs, on peut récupérer directement l'air chaud. Et quand on abaisse encore plus notre niveau de chaleur, et bien, quelquefois, on va faire de la réhausse de température et on va avoir besoin d'un moyen d'énergie complémentaire. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une pompe à chaleur où on va, par exemple, relever notre effluent qui est tombé à 60 degrés jusqu'à, par exemple, 120 degrés si on parle de pompe à chaleur haute température. Voilà. Quand on mène un projet en récupération de chaleur, on va dire que, alors ça c'est quelque part la tâche du CETIAT en tant que bureau d'études, on peut proposer différents niveaux d'intervention, donc qui va de l'étude d'opportunité à l'étude de faisabilité en passant par l'étude de gisement. Alors l'étude d'opportunité, c'est simplement on va sur un site industriel, ça dure une journée, on identifie les sources potentiellement intéressantes technico-économiquement en fait. Et puis après, de façon graduelle, l'étude se complexifie et on va zoomer sur certains postes de chaleur fatale et on va aller jusqu'à une étude de faisabilité où on va regarder le gisement, où est-ce qu'on peut acheminer la chaleur et finalement les TRI et les investissements associés à TRI, temps de retour sur investissement associés à cette technique de récupération. Voilà.
Donc, il y a tout un cheminement dans une démarche. Il faut savoir que l'ADEME édite un cahier des charges d'études en faisabilité. Donc, CETIAT, nous, CETIAT, on fait ces études-là par rapport à ce cahier des charges-là. Donc, notamment, ce qui est important dans ce cahier des charges, on va regarder le périmètre, hein, et bien sûr, on va faire les bilans énergie du système et étudier le gisement de chaleur, la courbe de charge de notre gisement de chaleur, en fait. Un élément important, c'est qu'en fait, avant de se lancer dans un système de récupération de chaleur, il est très important de regarder si notre process ne peut pas être optimisé avant tout. C'est-à-dire que c'est bien beau si on a des grosses pertes en cheminée, par exemple, parce que notre four est mal réglé ou notre chaudière est mal réglée, on ne va pas faire de la récupération de chaleur immédiatement. On va s'assurer que notre process a le meilleur rendement qui soit pour la fonction pour laquelle il est conçu, en fait. Voilà. Qu'on n'a pas des pertes surévaluées qui pourraient être réduites par ailleurs avec un meilleur réglage du brûleur, par exemple. Voilà. Ça, c'est un élément très important. Bon, après, l'étude en faisabilité, elle se déroule, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut effectivement étudier le gisement via des mesures, via des informations disponibles sur le terrain, via de la supervision, qui souvent maintenant est assez bien déployée sur les sites industriels. Et on va proposer des solutions de récupération de chaleur, mettre des coûts d'investissement en face et sortir des temps de retour sur investissement. Voilà. Voilà, donc après, quand on a identifié notre source de chaleur perdue, issue d'un four par exemple, il va falloir aller valoriser cette chaleur. Alors cette valorisation, ben, ça va être d'identifier là aussi qu'on appelle les puits de chaleur, finalement, où est-ce qu'on va pouvoir valoriser cette chaleur en interne dans l'usine. Alors là aussi, il y a une démarche un peu construite. On va chercher toujours avant tout de valoriser la chaleur pour le procédé lui-même, parce que quand le procédé fonctionne, eh ben, au moins on récupère la chaleur pour lui-même et c'est tout bénef, on n'a pas de déphasage temporel ou d'usage en fait. Et puis après, en deuxième temps, on va essayer de regarder cette chaleur si on peut l'utiliser sur d'autres usages dans l'usine, pour produire de l'eau chaude, pour aller alimenter un séchoir par exemple, pour faire du froid, on va voir après, ou pour d'autres usages qu'on aura identifiés. Ça fait partie quelque part de l'étude d'opportunité, ça, en fait. Tout de suite, quand on fait la récupération de chaleur, un autre élément très important, c'est la notion d'évolution du process. C'est-à-dire que un projet en récupération de chaleur, eh ben, effectivement, ça coûte un certain investissement, hein. On a souvent des rentabilités qui ne sont pas forcément immédiates. Il est très important de voir dans quel cadre temporel ça va se faire en fait, hein. C'est-à-dire que mettons que votre four il est là pour 5 ans ou encore là et puis finalement après on l'arrête. Donc si ce four s'arrête, le système de récupération on aura investi et on l'aura pas forcément rentabilisé. C'est ça qu'il faut. Donc il faut avoir une vision un peu de long terme pour bien identifier si la source va être pérenne et voir même les puits s'ils vont être pérennes aussi en fait. Voilà. On peut avoir des équipements qui évoluent, des méthodes de travail qui évoluent, des équipements qui sont supprimés. Voilà, donc une entreprise sa vie en fait, hein, voilà. Donc il faut en tenir compte, c'est très important puisque finalement on va récupérer la chaleur à l'intérieur d'une usine pour un usage externalisé par exemple. Voilà. Alors, quelle technologie pour récupérer de la chaleur? Alors là, c'est une slide qui résume un peu les grandes tendances, hein, on va dire. Donc, on identifie toujours une source de chaleur fatale ou de chaleur perdue, hein, telle qu'on l'a définie tout à l'heure, vers un usage. Alors voilà, par exemple, le premier cas, ben, vous voyez, vous avez une source, on va prendre l'air chaud ou la chaleur ou l'effluent chaud, liquide ou gazeux, et on va l'utiliser directement vers un usage. En fait, ça existe, hein, on voit ça quand on va dans le domaine des tuiles zébriques, hein, notamment. En général, c'est là où on a le meilleur rendement de transfert de la récupération. Et puis après, le cas un peu général quand même, c'est j'ai une source, je mets un échangeur, j'ai donc un dispositif intermédiaire et je vais chauffer un fluide secondaire pour aller vers mon usage. En fait. Voilà.
Le cas qui se développe assez bien, et d'ailleurs ça fait l'objet aussi d'une fiche C2E éditée par la T2E assez récente, de cette année d'ailleurs, hein, je crois bien, où on va par exemple avoir une source de chaleur, liquide ou gazeuse aussi. Euh, on va pouvoir mettre une pompe à chaleur par exemple, et on va faire une réhausse de température, ce qu'on appelle, pour aller alimenter un usage à plus haute température que la source elle-même. Alors ça peut être un effluent de tour aéro par exemple, que l'on va relever avec une pompe à chaleur pour aller alimenter un usage à 60 degrés ou produire de l'eau chaude industrielle par exemple. Une solution intéressante aussi, c'est les machines à absorption, où finalement, on va avoir une source de chaleur issue d'un four, mettons à 400 degrés. On va pouvoir valoriser cette chaleur-là pour aller produire du froid. Alors, pour une usine agroalimentaire qui a à la fois des consommations de chaud, des process chauds et des process froids, cette solution est intéressante, avec un rendement qui est autour des 60%. Voilà, donc là, à chaque fois, j'ai mis les rendements, des ordres de grandeur des rendements des technologies de récupération. Un dernier élément, c'est finalement la transformation électrique, c'est-à-dire que votre source de chaleur, vous n'avez pas identifié de source utilisable dans l'usine. À l'externe, vous n'avez pas pu la valoriser sur des usages extérieurs à l'usine. Il vous reste une dernière solution qui est de faire une transformation mécanique de cette chaleur. Donc, transformation mécanique au travers de dispositifs type ORC. Ce sont ce sont pas des turbines, mais disons qu'on va transformer cette chaleur en un mouvement tournant pour produire l'électricité, par exemple. Voilà. Ou, dans certains cas, on voit ça en chimie quelquefois, où le mouvement tournant est utilisé directement pour alimenter un arbre de motorisation, par exemple. Voilà pour les technos. Donc, j'ai 3 cas d'études, comment dire, de retour d'expérience auxquels moi j'ai moi-même participé, hein, à différentes échelles. Donc, on va voir qu'il y en a un peu de grosse dimension finalement, qui est celui-là, et après 2 autres retours d'expérience qui sont plus à l'échelle de la petite PME en fait, hein. Donc là, le cas, c'est de dire, ben, finalement, Constellium, à Issoire, hein, un fabricant d'aluminium, hein, il fait du retraitement de déchets aluminium pour le reconfigurer en matériaux, en plaques, là, par exemple, sur l'illustration, hein, voilà, dans lequel il a donc des fours de fusion. Voilà, donc on les voit là illustrés. Et finalement, l'idée, c'est de dire les effluents de ce four de fusion qui sont autour des 500, 600 degrés, voire plus, puisqu'on a une consigne à 1100 degrés. Comment on pourrait valoriser cette chaleur fatale qui est assez importante, hein, vous voyez, de 3 à 4 mégawatts, au sein de l'usine, voire en extérieur de l'usine, en fait. Alors, l'étude du CETIAT à l'époque avait porté sur finalement l'identification des puits de chaleur et la caractérisation des différents puits de chaleur qui pouvaient être présents dans l'usine. Voilà. Chauffage de l'aluminium, préchauffage de l'aluminium, une conversion électrique par exemple en ORC, du chauffage de process qui était disponible dans l'usine, etc. Ou du chauffage de locaux tout simplement parce qu'ils ont des locaux immenses et qui doivent être conditionnés l'hiver. La solution qui a été retenue, c'est finalement de se tourner vers le chauffage urbain, c'est-à-dire de délivrer la chaleur fatale vers le chauffage urbain. Alors là, le petit schéma, il permet d'illustrer la commune d'Issoire, vous voyez, qui a un réseau centralisé urbain de chauffage autour des 90-80 degrés, qui est alimenté avec une chaudière biomasse, déjà. Et finalement, l'usine est venue se raccorder sur la chaufferie biomasse de la commune. Et finalement, l'ordre de priorisation, c'est la récupération de chaleur fatale de l'usine. Ensuite, si ce n'est pas suffisant, on est en plein hiver, ben c'est la chaufferie de biomasse qui fait l'appoint en fait, hein. Voilà, donc on fait la base avec la récupération de chaleur pour 3 à 4 mégawatts. Voilà. Une installation bien plus petite, mais qui est intéressante parce qu'en fait, ça va être de la récupération de chaleur en intra dans l'usine et surtout pour le process lui-même, en fait, hein. Donc là, il s'agit d'une fabrication de menuiserie métallique qui se trouve dans le Rhône, hein, Malherba, pour laquelle les menuiseries métalliques, elles ont besoin d'être peintes, en fait, hein, donc c'est une chaîne de peinture.
Et on prépare les pièces de la menuiserie métallique par un lavage préalable de la pièce, un séchage de la pièce, donc il y a un four de séchage finalement. En amont, il y a un lavage à chaud en fait, et ensuite on applique la peinture sur la pièce, et ensuite la peinture est cuite dans un four de cuisson. Donc là, le modèle, ben, il est là, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a notre four de cuisson à 220 degrés, donc en fin de ligne hein, finalement. On va récupérer la chaleur du four pour aller alimenter au travers d'un échangeur air-eau le tunnel de lavage à 60 degrés. Donc, on va produire l'eau chaude du tunnel de lavage qui, finalement, était produit initialement par une chaudière à gaz, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est la configuration classique. C'est bien la chaudière à gaz qui vient alimenter le TTS, hein, le tunnel de lavage à 60 degrés pour produire l'eau à 60 degrés pour laver les pièces. Et le système de récupération, on vient implanter un échangeur sur le dispositif et prélever les fumées. Alors là, le schéma est très simplifié, il faut des ventilations, il y a tout un dispositif pour aller récupérer la chaleur du four pour alimenter le. Là, on efface quasiment la totalité de la chaudière gaz, hein, à part les départs le lundi matin, par exemple, ou quand ça fonctionne en 2/8, les relances en début de journée. La puissance récupérée est de 247 kW en instantané quand il est en service, quand la ligne est en service en fait. Voilà. Ça a été une collaboration du CETIAT avec 3E Performance, un bureau d'études de la région. Voilà. Et le dernier élément, alors lui, il trouve son intérêt par rapport au fait qu'on va utiliser finalement la récupération de chaleur on va utiliser un four qui lui fonctionne en ce qu'on appelle en batch. Donc on rentre, c'est le secteur des tuiles et briques. On va cuire des tuiles en fait, mais avant de cuire des tuiles, il faut les sécher. Donc en fait, les tuiles sont introduites par batch manuellement, alors via un chariot, hein, dans le four. Le four démarre. Et donc, on a un fonctionnement transitoire du four. Donc là, on va chercher à récupérer la chaleur quand les fumées sont arrivées à la consigne pour aller la stocker dans un système de stockage. Voilà. Et ensuite, ce système de stockage, en différé, on alimentera le séchoir de l'usine, en fait. Voilà. Là aussi, un petit industriel de la Corrèze qui fabrique des tuiles spécifiques pour les évacuations des ventilations mécaniques contrôlées. Donc, c'est des tuiles très spécifiques et faites à façon, en fait. Et donc là, l'intérêt, c'est l'intérêt du système de stockage, c'est qu'on a pu en fait valoriser en décalé dans le temps et en différé la chaleur émise par un four en différé d'un usage d'un séchoir. En fait. Voilà, donc là, le gain d'énergie est assez intéressant. Hein, on a quasiment 500 MWh de gaz économisé pour un gain de 24 kg/h. J'en profite aussi pour dire qu'il y a depuis le 1er janvier 2025 une fiche C2E dédiée au stockage thermique. En fait, sur cet élément-là, quand il est introduit dans un système de récupération de chaleur fatale. Voilà. Pour avoir fait des calculs et avoir travaillé un peu la question, on se retrouve avec un financement de ce dispositif qui va jusqu'à plus de 20% dans certains cas hein, de l'investissement grâce à cette fiche en fait. Donc elle est plutôt intéressante. Voilà, donc si je résume ma présentation, donc il faut bien identifier les enjeux au départ. Pourquoi on veut utiliser la récupération de chaleur comme mix énergétique hein, finalement. C'est des potentiels de récupération, c'est une réduction de taux de CO2, ça c'est l'entreprise, la politique de l'entreprise. Et en fait, dans beaucoup de cas maintenant, on est pas mal changé sur la décarbonation du site industriel en fait. Donc retenir quand même, quand on veut récupérer sur un process de l'énergie, il faut s'assurer que la chaleur que l'on perd, elle est bien minimum en fait, qu'on a bien optimisé notre process avant tout. Ça, c'est très important pour éviter de surdimensionner les équipements. Je rajoute aussi l'élément, bon, il y a toutes les problématiques d'encrassement en fait, mais qui sont gérées, je dirais, qui sont
tenir compte au niveau des cahiers des charges sur la maintenance des équipements. En fait, hein, c'est pas rédhibitoire. Hein, il n'y a aucun système de récupération qui peut être rédhibitoire à cause de l'encrassement, en fait. Hein. Et les leviers, ben oui, donc intégration dès la conception, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pas que l'entreprise, quand elle demande, quand elle fait l'acquisition d'un nouveau process, quel est bien le réflexe, est-ce que je peux introduire dès la conception donc bien penser dans les cahiers des charges à introduire les dispositifs de récupération de chaleur. Ça, moi, je le constate encore trop peu dans l'industrie. Les cahiers des charges restent encore trop minimalistes, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a bien sûr le dernier élément auquel et puis j'en aurai terminé, c'est bien sûr un système de récupération, il se mesure. Hein. Il faut qu'on ait un suivi absolument de la performance de l'équipement. Parce que finalement, le système de récupération de chaleur se comporte comme un générateur de chaleur au final. Hein. C'est comme si vous aviez une chaudière ou un élément qui vous fait du chaud, en fait. Voilà, il faut le prendre comme ça. Voilà, et dernier slide. Alors ça, bon, je fais un peu ma publicité en tant que CETIAT. On fait aussi des webinaires sur ces thématiques qu'on a déjà abordées également. Il y a des retours d'expérience disponibles sur nos replays si vous allez sur notre site. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Et je vous repasse la main. Micro était coupé. Merci, Monsieur Vial. Je vais passer la main à Thierry Poitou du bureau d'études Best Energy qui va nous parler de réalisation sur la chaleur fatale et rentrer un peu plus dans le détail. Je te laisse la main, Thierry. Voilà. Ok, alors bonjour à toutes et tous. Moi je suis Thierry Poitou, je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle le Best Energy Exo7. Est-ce que tu peux mettre en plein écran? Ouais, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, on est un bureau d'études français avec un peu d'intervention à l'étranger au Canada. Le siège social est en région parisienne et on a des agences un peu partout en France, principalement sur l'ouest, avec une croissance externe qui s'est opérée. Aujourd'hui, on est une petite soixantaine d'ingénieurs dans le domaine, avec une société de services en complément où il y a 80 ingénieurs qui font de la supervision de très gros chantiers à l'international et de mise en service de très grosses installations énergétiques, usines d'incinération, cycles combinés gaz et récupération de chaleur fatale à l'international. Notre spectre d'activité, il va un petit peu plus loin que ce qu'a expliqué François tout à l'heure. Donc, on va de l'audit d'installation, de la même façon que François Vial, et on va jusqu'à la maîtrise d'œuvre, de réalisation d'opérations. Donc là, j'ai essayé de vous présenter des cas concrets sur lesquels on a travaillé et qui sont opérationnels pour certains ou en cours de livraison. Donc, moi, je suis ingénieur en énergie et j'ai travaillé dans le passé chez les grands exploitants d'énergie dans des fonctions de développement de projets, industrie et réseaux de chaleur. Et vous allez voir que, à mon sens, à notre sens, et comme François Vial l'a expliqué tout à l'heure, il y a une synergie majeure qui s'opère et qui peut et qui doit s'opérer entre des sites industriels et les réseaux de chauffage urbain, ou en tout cas des distributions locales d'énergie, que ce soit sur des collectivités ou sur des industriels de proximité. Alors l'objet, c'est plutôt de vous présenter des cas concrets. Hein, donc, je ne reviens pas sur ce qu'a exposé François Vial et qui est très intéressant. Vous pouvez aller vous référer au site de l'ADEME et notamment à leur documentation sur la chaleur fatale, qui est très intéressante et qui permet de bien détailler les sources d'usage et les enjeux en fonction de la température et des secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Alors, petit élément lié à mon expérience en vue macro, une usine, qu'est-ce que c'est? On a de la matière première qui rentre et puis il y a une production qui ressort et des consommations d'utilité, très souvent gaz, électricité et ou fuel. Et qu'est-ce qui se passe de façon macro? C'est que les produits rentrent à une certaine température et ils sortent à la même température. Donc globalement, toute la consommation d'énergie du site, elle est plus ou moins dissipée, alors de façon extrêmement centralisée ou diffuse, comme l'expliquait
François tout à l'heure. Et donc, il y a différents points où on peut aller cibler et récupérer et valoriser l'énergie. Alors, quelques exemples de projets que nous avons réalisés donc, sur différents secteurs d'activité. Alors, je vais vous les détailler un petit peu plus en détail pour certains par la suite, mais on a des sites qui sont exclusivement consommateurs d'énergie et qui dissipent énormément d'énergie et qui ne peuvent pas forcément valoriser d'énergie calorifique sur leur site intrinsèque, qui sont les data centers. Et là, j'ai essayé de vous brosser différents secteurs d'activité sur lesquels il y a des enjeux, sachant que tout secteur d'activité industriel consommant de l'énergie peut être identifié et mis en œuvre en fonction de ses usages internes, mais également de son environnement dans lequel il se situe. Et bien souvent, il faut regarder au-delà du grillage de l'industriel pour pouvoir valoriser au mieux les sources énergétiques. Alors, en détail, nous avons identifié il y a quelques années un des plus gros data centers de France, donc qui appartient au site à Equinix, qui s'appelle maintenant Digital Reality, et donc un site sur lequel il y a les données de la base ICPE de 37 MW de puissance de refroidissement évaporatif sur le site, et donc une puissance de groupe électrogène également en secours de à peu près 200 MW. Ce site-là, en fait, il était situé, on a identifié une capacité à valoriser de l'énergie, il était situé au cœur d'un très gros réseau de chaleur urbain qui s'appelle le réseau de chaleur de Saint-Denis. Et il y avait un projet de création de la piscine olympique, celle où il y a eu les plongeons en face du Stade de France. Et donc, on a identifié une capacité tout à fait importante de valorisation d'énergie sur ce site-là pour pouvoir alimenter la zone en développement de tertiaire et la piscine olympique de Saint-Denis. Donc, le sujet, c'est la mise en adéquation, comme le disait François tout à l'heure, d'une source énergétique donc, qui était à peu près de 30 MW disponibles sur le site et d'usage et de valorisation disponibles sur le territoire. Donc, les disponibilités sur le data center étaient plutôt en basse température, de l'ordre de 20 à 30 degrés sur les refroidissements des groupes frigorifiques du data center, et le réseau de chaleur, lui, était à une température de 180 degrés, donc globalement une impossibilité de réinjection. Donc, en travaillant avec les équipes du réseau de chaleur, on a réussi à identifier une capacité à livrer un petit réseau développé spécifiquement en moyenne température, 70-90 degrés, qui permettait de répondre aux besoins de la zone spécifique. Sachant qu'il y a une réflexion pour élargir cette valorisation pour pouvoir aller rediffuser en préchauffage sur les retours du réseau ultérieurement. Donc aujourd'hui, on a mis en place une pompe à chaleur de 3 MW sur le site et qui est opérationnelle et qui alimente la zone tertiaire piscine olympique qui a fonctionné donc à partir de l'été 2024 sans aucun souci. Voilà un premier exemple de récupération de chaleur fatale donc, que nous avons réalisé donc, en maîtrise d'œuvre pour le compte de l'exploitant du réseau de chaleur et en interfaçage avec le data center. Un autre exemple, donc un site que les fumeurs peuvent connaître, hein, donc le site BIC de Redon, qui fabrique des briquets et d'autres éléments du groupe BIC sur le site, donc beaucoup de plasturgie. Donc quand on dit plasturgie, on dit thermoformage et injection via des presses dans des moules. Et donc c'est application d'une pression mécanique, et cette pression mécanique vient donc générer de la chaleur, et donc pour éviter les détériorations sur les machines, il faut refroidir les machines.
De nombreux groupes froids sont installés sur le site et également des besoins en chauffage. Donc, vous voyez là sur les courbes un appel de puissance en hiver de chauffage pour pouvoir chauffer les locaux pour les employés. Et donc, en parallèle de ça, une production de froid et donc une diffusion de chaleur à l'extérieur tout au long de l'année. Et donc, l'objet, ça a été de récupérer la chaleur sur les groupes frigorifiques pour pouvoir substituer les besoins calorifiques hivernaux du site. Donc, sur une première zone, sur une seconde zone, vu qu'on a beaucoup de compresseurs d'air sur le process, donc on a implémenté une récupération de chaleur fatale sur les compresseurs d'air. Là encore, pour substituer l'énergie calorifique hivernale du site, donc pour substituer les besoins de chauffage. Donc ces deux opérations, mises bout à bout, ont permis de décarboner via la création d'un réseau interne sur le site une majeure partie des besoins énergétiques du groupe BIC et donc ainsi de participer aux enjeux de décarbonation du groupe sur ce site, mais également au niveau de la maison mère. Donc là, on est intervenu sur 2, 3, 4, 5 centrales de production et de valorisation du site. Donc là encore, un des gros enjeux, comme l'énonçait un petit peu François Vial tout à l'heure, c'est l'adéquation entre les besoins et les capacités. Et on peut avoir une désynchronisation entre le moment où on a de la chaleur fatale et le moment où on a des besoins de consommation sur le site. Et donc, de ce fait, on a implémenté des stockages, déstockages d'énergie sur les primaires et sur les secondaires au niveau des installations de valorisation. Donc là, ce sont les citernes de stockage que vous voyez sur le PID qui a été réalisé sur l'opération. On est en phase de démarrage actuellement. Alors, un autre domaine d'activité, donc là, on a réalisé une installation et on en a utilisé une seconde de ce type-là, qui peut être très intéressant. Donc, le domaine de l'industrie agroalimentaire produit des déchets, des coproduits qui sont récupérés dans des usines pour pouvoir produire après du pet food. Alors, il se trouve que dans la viande, dans également les végétaux, vous avez une partie prépondérante qui est de l'eau. Et donc, dans beaucoup de process agroalimentaires, vous avez une phase de déshydratation qui s'opère. Alors, cuisson, déshydratation sont souvent assez liés. Et donc, dans les process, il y a une phase d'évaporation. Et donc, quand on évapore de l'eau, on consomme de l'énergie. Cette eau étant évaporée, bien souvent, elle est rejetée à l'atmosphère et donc perdue sous forme de vapeur qui part à l'atmosphère et donc d'énergie qui part à l'atmosphère. Moyennant la captation de ces vapeurs d'eau, on a la possibilité de récupérer l'énergie de condensation. Et donc, on a réalisé ce type d'opération sur un réseau de chauffage urbain à Vitré, en captant la vapeur d'eau du site industriel de Carvalis du groupe Saria pour pouvoir alimenter le réseau de chauffage urbain de la ville et réseau de chauffage urbain sur lesquels est venu se greffer des serres de tomates. Donc là, sur ce site-là, on a récupéré de l'ordre de 8000 MWh annuels pour alimenter les serres, plus 4 à 5 000 MWh complémentaires qui permettent d'alimenter la piscine, d'autres industriels et quelques bâtiments communaux. Alors là, les enjeux sont extrêmement importants et de voir les synergies qu'il peut y avoir et notamment l'adéquation en termes de niveau de température. Avec la vapeur d'eau à pression atmosphérique, on peut avoir, moyennant la teneur en insaturable et en vapeur d'eau qu'il y a dedans, une température de condensation
de l'ordre de 70 à 80 degrés. Et donc, si on a des usages de température qui sont inférieurs à ces enjeux-là, on peut avoir une récupération directe avec le meilleur niveau de valorisation qui soit, pardon, je reviens sur le schéma précédent, avec le meilleur niveau de valorisation sans utiliser de pompe à chaleur, donc sans consommation d'électricité. Donc l'enjeu, il est à chaque fois d'essayer d'adapter, le terme spécifique, c'est l'exergie, hein, le niveau énergétique le plus adapté entre la production et la captation de l'énergie fatale et la valorisation de l'énergie fatale en fonction de l'usage. Alors, autre secteur agroalimentaire dans lequel il y a de très gros enjeux, c'est le secteur des laiteries. Donc, dans les laiteries, vous avez systématiquement des besoins de chauffage, en fait. Alors, tout d'abord, des besoins de refroidissement, parce que le lait, pour ne pas se détériorer, est stocké à 4 degrés. Puis, il est pasteurisé pour détruire les bactéries et stabiliser le produit. Puis, il est refroidi. Puis, en fonction des recettes, il peut être repasteurisé, donc rechauffé et refroidi. Donc, on a une succession de chauffage-refroidissement qui s'opère. Et en plus de cela, à chaque étape, vous avez des phases de nettoyage qui s'opèrent, donc des phases de nettoyage qui sont extrêmement gourmandes en eau et en eau de refroidissement. Pardon, et en eau de nettoyage. Et ces eaux de nettoyage sont des eaux qui sont entre 72 et 80 degrés habituellement sur les nettoyages en place, les NEP. Et donc, vous avez des consommations d'eau importantes à 72 degrés. Et cette eau, à l'origine, elle rentre à 15 degrés. Donc en gros, on a une capacité extrêmement importante à venir récupérer de l'énergie et pour préchauffer l'eau de 15 degrés à 72 degrés. Donc là, on a eu des opérations sur différents sites et notamment de récupération sur différentes utilités, donc des chaufferies, qu'elles soient gaz ou biomasse, via récupération de chaleur fatale sur les cheminées en chaleur sensible, donc sur le refroidissement juste de température ou latente via la condensation des fumées. Autre point de récupération et de valorisation, bien là encore sur les utilités, comme je l'ai exposé tout à l'heure sur le site de Bicarodon, on peut récupérer de l'énergie sur l'air comprimé, le refroidissement des compresseurs d'air, et également sur les installations frigorifiques qui ont besoin d'éjecter leur énergie à l'atmosphère. Alors, autre secteur d'activité avec d'autres enjeux, mais qui sont extrêmement importants. Donc, le secteur de la chimie. Donc là, je vais vous présenter deux exemples. Donc là, vous avez un exemple d'un synoptique de fonctionnement d'un site de chimie qui est dans l'Allier. Et donc, les process de chimie, là encore, ont très souvent une succession de phases de chauffage et de refroidissement. Et donc, avec une analyse pinch, donc, qui est une analyse précise des séquençages et des modes de fonctionnement des différentes phases de process, on peut identifier les phases de besoin de réchauffage et identifier d'autres endroits du process qui nécessitent d'être refroidis et les mettre en cohérence les uns des autres pour pouvoir limiter les appels de consommation et de chaud et de froid, et donc de ce fait avoir une double efficience. Donc sur ce site-là, alors qui subit actuellement des problématiques économiques, il y a un enjeu d'économiser de l'ordre de 60 000 MWh sur le site. Donc le site n'étant pas en très grande santé, le projet ne s'est pas à ce stade lancé. Donc, autre site sur lequel on a également fait une analyse pinch, hein, donc c'est l'analyse détaillée des besoins énergétiques. Donc là, vous voyez sans doute pas très bien le process, mais je vais aller un petit peu plus de façon synthétique après. Donc, en explosant l'ensemble des phases
du process et du procédé, on identifie différents points de consommation calorifique et de diffusion, enfin, et de besoin de refroidissement. Donc ça, c'est la vue détaillée, mais la vue synthétique après, c'est que sur ce site-là, on a une production d'acide sulfurique qui est exothermique, donc sur laquelle on a une capacité de récupérer de la chaleur, et on a des fours de cuisson et des fours de séchage qui sont sur le site, qui ont également des exutoires à la cheminée qui sont chauds et donc sur lesquels on a des capacités à venir récupérer. Et en face de ça, on a une production de vapeur sur le site pour pouvoir alimenter les besoins du site. Alors, il se trouve que cette production de vapeur n'est pas optimisée. Alors, comme le disait François Vial tout à l'heure, un des sujets, c'est l'optimisation du projet. À ce stade, il n'y a aucun retour de condensat sur le site. Donc, il y a un appoint d'eau à 100%. Et de plus, il y a des usages de vapeur et de très nombreux usages de vapeur qui sont faits pour produire de l'eau chaude à 70 degrés. Donc le sujet, c'est de substituer au maximum la vapeur pour faire des usages basse température et donc d'utiliser de la chaleur fatale pour pouvoir alimenter ces éléments-là. Premier point. Et deuxième point, donc de récupérer au maximum les retours de condensat pour pouvoir limiter la consommation de gaz sur le site. Et enfin, troisième point, pour les appoints d'eau qui restent, de limiter d'utiliser du préchauffage sur la chaleur fatale pour pouvoir alimenter ces appoints d'eau du site. Donc là, sur ce site-là, il y avait un projet de décarbonation à partir d'une chaufferie biomasse de 20 MW par la mise en jeu de ces récupérations de chaleur fatale. Le projet de 20 MW passe à une dizaine de mégawatts de puissance. Donc, grâce à de la chaleur fatale récupérée, on vient décarboner et en plus limiter l'impact sur la consommation de biomasse qui est libérée pour aller faire d'autres projets ailleurs. Alors, autre point d'activité, autre projet, hein, donc de la même façon que François vient de l'exposer tout à l'heure, donc dans tout ce qui est traitement de surface et peinture, il y a systématiquement du traitement et du décapage et du traitement par électrodéposition, dite cataphorèse, sur les pièces métalliques. Alors l'objet de cet élément-là, c'est de déposer de la peinture pour éviter la corrosion sur les pièces métalliques. Donc, pour opérer cet élément-là, il y a habituellement un premier bain de nettoyage avec de l'eau qui est maintenue à une température de l'ordre de 55 degrés par une chaudière gaz, donc une consommation de gaz. Après, les voitures ou pièces automobiles serpentent dans le bain, puis sont plongées dans un bain d'électrodéposition. Alors, ce bain d'électrodéposition, c'est vous avez la voiture qui est mise sur la cathode, et puis après vous avez et donc ça crée un champ électromagnétique à l'intérieur du bain, et donc vous avez ainsi un dépôt par électrodéposition de la peinture sur la surface de la voiture. Alors, comme vous injectez de l'électricité pour faire ce champ électromagnétique, vous avez donc une consommation d'énergie qui s'opère. Cette consommation d'énergie, elle génère donc de la chaleur, et donc ce qu'il faut, c'est refroidir ce bain pour le maintenir en température, pour éviter son élévation en température. Alors ça, c'est le fonctionnement actuel. Et donc d'un côté, on consomme de l'électricité, on consomme du gaz, de l'autre côté, on consomme de l'électricité pour chauffer d'un côté et pour refroidir de l'autre. Par le développement d'une thermofrigopompe, on a la capacité à venir supprimer la consommation de gaz sur la chaudière gaz, limiter la consommation d'électricité pour le pur refroidissement du bain, et donc de résoudre les problématiques
et de chaleur fatale et de carbonation du site. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique. Merci pour votre attention et donc à votre disposition pour les échanges, sachant que ce sont que quelques exemples qui vous ont été présentés et on a d'autres possibilités d'échanger sur d'autres projets si vous en avez besoin. Merci beaucoup Thierry. Alors on a prévu un temps d'échange, questions-réponses, pour ceux qui le souhaitent. Je vous invite à mettre vos questions dans la partie questions, une partie où on peut chatter, on peut répondre à vos questions et on reste à votre disposition pour répondre à ces questions. Alors pour l'instant, on n'en a pas, mais Je vois qu'il y a des commentaires, non, sur le site Raphaël. non, j'ai pas de commentaires. Je n'ai rien du tout de mon côté. D'accord. Non, je n'ai pas de commentaires. Moi, j'avais une question, effectivement, sur les exemples de Monsieur Poitou, sur les exemples Édouard Fournier. Donc, je suis effectivement à la T2E, là, aux côtés de Raphaël, Magali et l'équipe. Merci de la qualité de vos présentations, Monsieur Vial aussi. Sur les temps de retour que vous avez là, sur les projets que vous avez présentés, on est sur des ranges de combien à peu près? J'imagine que ça va être vachement intéressant, non? Alors, je vais parler de mon côté pour les opérations. Les ranges, ils vont de 1 an à 30 ans, en fait. Alors là, sur les opérations, ce sont des opérations réelles, hein, donc elles se sont faites, donc elles ont un intérêt pour les industriels. Donc, en fonction, et ça fera partie de l'objet du prochain mardi de l'énergie, comme l'a dit Raphaël, oui, en fonction des taux de subvention qu'il peut y avoir, ou des C2E, ou et de l'un et de l'autre, de la complexité à aller capter l'énergie, donc du coût des travaux, et dernier paramètre qui est prépondérant, c'est du coût des énergies. Et donc ça dépend à quel moment on se positionne en fonction des scopes. Vous avez des rentabilités qui sont totalement différentes. Mais on a, en fonction des opérations, des temps de retour sur investissement qui vont de 1 à 30 ans. Et donc les 30 ans ne sont pas réalisés. Vu les temps attendus par les industriels, tout ce qui est de l'ordre de 1 an est quasiment immédiatement réalisé. Donc voilà le retour d'expérience. Mais dans certains cas, même des temps de retour sur investissement en fonction de la politique RSE du groupe peuvent être enclenchés parce qu'il y a d'autres enjeux que l'économique. Même du coup, effectivement, c'est des motivations RSE qui peuvent prendre le pas. Sur les motivations autres qu'économiques, je reviendrai sur ce que je disais, c'est-à-dire c'est la notion de pérennité du système, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle investit, en fait, tout dépend. Là, c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que le système de récupération, il faut qu'il soit rentable. Mettons qu'il y a un TRI de 10 ans. Si on n'est pas sûr de la pérennité du process au-delà de 10 ans, ben, le choix de décision ne se fera pas, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est sûr que typiquement, le deuxième truc aussi, c'est que quand on fait de la récupération pour le process lui-même, alors moi je prends le cas d'un four alimenté avec un brûleur sur lequel on installerait un récupérateur de chaleur sur les fumées pour préchauffer l'air du brûleur. Bon, on est en auto-récupération, ce que j'appelle. Et là, on peut avoir des TRI assez bas, en fait. Hein. Voilà. Donc, quand le process tourne sur lui-même, et pour peu qu'il tourne en 2.8 à minima, là, ça va être intéressant en général. Voilà. Alors, un des enjeux importants en complément, c'est potentiellement d'identifier les tiers de décision ou de facilitation dans les projets. Alors, quand on est interne au site, le site dispose, dispose de la source, dispose du débouché et dispose de la décision. Je veux dire, nos problèmes, c'est il y a quand même
il n'y a qu'un décisionnaire qui est le patron du site avec et le technique et le financier. Bon, ça se gère pas trop mal. Pour les sujets qui sont des sujets avec de la valorisation externe, soit sur un autre site industriel, soit sur une autre business unit, des fois, rien qu'entre business units d'un même groupe, ça peut poser des problématiques. Mais quand on passe la frontière, en fait, qui est le grillage du site industriel, bah, souvent, il faut avoir un interlocuteur ou un intermédiaire qui soit moteur, facilitateur et capacité à orienter les décisions. J'ai pour habitude de dire que, alors pardon de l'expression, mais qu'il y a des Chinois qui parlent à des Arabes, et puis s'il n'y a pas un traducteur au milieu, ça ne se passe pas bien, quoi. Donc, il faut un bon traducteur souvent au milieu. Oui, Et le trop, du coup. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ok. D'accord, merci beaucoup, effectivement. Ouais. Je vous propose de conclure là-dessus et on se donne rendez-vous le mois prochain pour les financements des solutions d'efficacité énergétique. Nous aurons la participation de l'ADEME, du Crédit Agricole et du club C2E de la T2E. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir, Merci beaucoup à merci. tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.